Il a 24 ans et il a été viré d'OpenAI avec pertes et fracas en juin 2024. Avant ça, il bossait pour une organisation philanthropique qui s'appelait FTX Future Fund, un nom que plus personne ne veut prononcer à voix haute depuis que son patron, Sam Bankman-Fried, a été condamné pour l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire. Il n'a jamais travaillé à Wall Street et n'a jamais géré un fonds. Il n'a aucun track record. Bref, ce n'est pas tout à fait le profil d'une rockstar de l'IA ou de la finance. Et pourtant, depuis le début de l'année 2026, son portefeuille affiche une performance à en faire rougir Warren Buffett. Il a multiplié son capital par 22. Oui, 22, en passant de 225 millions à 5,5 milliards de dollars en seulement 15 mois. Et le plus délirant, c'est qu'il le fait sans acheter une seule action du type Nvidia, Microsoft, Amazon ou Google. Non, 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 non. Il n'a acheté aucun des titres phares que Wall Street vénère depuis 3 ans dans la course à l'IA. À la place, sa plus grosse position, sa conviction la plus forte, c'est une boîte de piles à combustible que personne ne regardait il y a 18 mois et qui affiche plus de 150% depuis le début de l'année. Pour tout vous dire, il l'a achetée 20 $ quand aujourd'hui, elle vaut 300 $. Leopold Aschenbrenner ne cherche pas à inventer une nouvelle architecture comme Yann Lequin et n'a pas non plus de prix Nobel comme Demis Hassabis. Non, par contre, il a fait une thèse théorique sur l'arrivée de l'AGI, tout à fait intéressante et l'a transformée en essai de 165 pages. Ensuite, il a levé des fonds et parié sa propre fortune sur sa vision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas trompé. Enfin, sa vision comporte une dimension politique forte dont il faut que je vous parle, car j'espère vous avoir convaincu que son avis s'est révélé tout à fait intéressant et pertinent, jusqu'à aujourd'hui. Né en Allemagne, il entre à la prestigieuse université de Columbia à 15 ans. À 19 ans, il en sort major de promo avec un double diplôme en économie et en statistiques mathématiques. Prenez le temps de vous rendre compte, on entre à l'université habituellement à 18 ans, et lui, il en sort à 19 ans avec 2 Bac+4. Bref, à 20 ans, il rejoint le FTX Future Fund, le bras philanthropique de Sam Bankman-Fried. À l'époque, c'est la grande période, l'altruisme efficace est partout, et le Future Fund distribue des centaines de millions de dollars pour financer la recherche sur les risques existentiels de l'IA. Bon, pour ceux qui avaient des sous chez FTX, je ne retournerai pas le couteau dans la plaie. Vous connaissez la suite de l'histoire. En novembre 2022, FTX explose en plein vol. La fraude éclate et tout le Future Fund démissionne en bloc dans la même journée. Mais pour autant, Aschenbrenner réussit à atterrir dans la maison mère de Sam Altman, OpenAI. Et pas dans n'importe quelle équipe, l'équipe du super alignement dirigée par Jan Leike et le cerveau scientifique de la maison, Ilya Sutskever. D'ailleurs, il faudra vraiment que je vous parle de Sutskever car c'est pas un peintre non plus. Pour ceux qui ne connaissent pas la division Super Alignment, c'est l'équipe chez OpenAI qui devait répondre à une seule question: comment empêcher une IA surhumaine de partir en vrille? C'est une équipe au cœur du projet OpenAI quand Musk était à l'initiative. Et voilà que Leopold Aschenbrenner, du haut de ses 21 ans, se retrouve au cœur du réacteur, au plus proche des initiés. Un cerveau brillant, jeune, censé empêcher les pires cauchemars de Musk de se réaliser. Mais hélas, la roue tourne de nouveau et en avril 2024, tout part en fumée, il est viré d'OpenAI. D'après son propre récit, il aurait envoyé une note au board d'OpenAI expliquant en gros que leur sécurité était atrocement insuffisante face au risque d'espionnage chinois. Réponse des RH ? Que sa note était raciste envers la Chine. Et non, je plaisante pas. Au-delà du fait que quand on parle de quelqu'un qui a 24 ans dans une entreprise, on peut avoir un peu d'indulgence sur la façon dont il aurait pu ou il a exprimé les choses, quand je vois ce type de réaction, j'ai vraiment en tête l'image de l'idiot qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Mais bon, ainsi soit-il, il est remercié quelques mois plus tard et l'équipe Super Alignement sera dissoute. Du coup, on peut se dire que peut-être que l'équipe du Super Alignement était plus vue comme une épine dans le pied dans la stratégie de l'entreprise. Je dis ça, je dis rien. Il décide de faire quelque chose de complètement différent. Il prend tout ce qu'il a accumulé comme savoir sur l'IA, et sur la base de ces 2 dernières années passées au cœur du réacteur, il rédige un document de 165 pages, et il va s'en servir pour tenter de prédire le futur, du haut de ses 24 ans. Il est chaud, Son document est intitulé « Counting the Ohms », donc compter les ordres de grandeur. Et franchement, la suite va vous épater encore plus. Je me demande bien ce qu'il aura accompli à 40 ans, ce brave homme. Alors, qu'est-ce que ce rapport de 165 pages raconte? Cet essai s'appelle Situational Awareness, que je traduirai en français pour vous donner plus de contexte par quelque chose comme lucidité géopolitique au regard de l'IA.
Et le génie d'Aschenbrenner, c'est de prendre un sujet qui sent la science-fiction à plein nez, l'arrivée d'une IA plus intelligente que nous, et de le ramener à des calculs d'ordre de grandeur. Alors, ce n'est pas précis, mais c'est suffisamment crédible pour sentir que l'on est quand même sur le grill. Ici, pas de mysticisme, pas de débat sur la conscience, il fait des lignes droites sur des graphiques, les prolonge et compte les ordres de grandeur. Et franchement, de mon expérience, les meilleures analyses fonctionnent très souvent de cette façon. Au diable les virgules. Dit simplement, chaque magnitude d'ordre de grandeur, correspond à un facteur 10. Un c'est x 10, 2 c'est x 100, 3 c'est x 1000, etc., etc. Le point de départ d'Aschenbrenner, c'est qu'entre ChatGPT-2, qui écrivait comme un enfant de maternelle pour qui Mère Nature aurait eu bien peu de scrupules, et ChatGPT-4, qui rédige comme un excellent lycéen, on a gagné quelque chose comme 5 ordres de grandeur de puissance effective. 5 et bien sûr en un temps record. D'où ce dessin humoristique que j'aime beaucoup car il illustre très bien ce phénomène que l'on appelle de façon académique le log périodicité. Et quand il parle de puissance effective, il parle d'un mélange entre plus de puissance de calcul, de meilleurs algorithmes et des modèles mieux exploités. Bref, tout marche de mieux en mieux et progresse à une vitesse folle. Une fois qu'on a ce constat en tête, je pense que n'importe qui se serait posé la même question. Mais il se passe quoi en fait si on ajoute encore 5 de plus dans un temps très court, c'est-à-dire à l'échelle de quelques années? Eh bien ce que nous dit Aschenbrenner, c'est que si les tendances continuent sur la même lancée qu'elles le font depuis des années, alors il devient plausible qu'on dispose d'un chercheur scientifique IA de très bonne qualité, capable d'améliorer le système qui l'a créé d'ici 2027. Ah oui, je vous ai dit, c'est pas loin. Hein. Alors quand je vous dis qu'on sent qu'on a les pieds qui chauffent, c'est vraiment pas une image. Bon alors ok, avant d'adhérer à cette thèse ou la rejeter, reste à savoir de quoi on parle exactement. Comment est-ce qu'on pourrait gagner ces 5 de façon concrète? Et le tout d'ici 2027, parce que sinon, ça revient à dire, si ma tante en avait, je l'appellerais mon oncle. Aschenbrenner décompose les gains en 3 vecteurs. Premier vecteur, la capacité de puissance de calcul. La quantité brute de calcul qu'on jette dans les modèles. La progression observée, environ 0,5 par an jusqu'à aujourd'hui. Entre vous et moi, c'est juste énorme, et je peux vous le confirmer en tant que cofondateur d'une société qui produit des data centers. Notre croissance et toutes nos prévisions sont exponentielles, comme les courbes de Léopold Aschenbrenner. Donc oui, ça me parle complètement. Deuxième vecteur, l'efficience algorithmique. À puissance égale, on tire plus de performance des mêmes machines. Là aussi, c'est environ 0,5 par an jusqu'à aujourd'hui. À ce stade, sachant que les sont multiplicatifs entre eux, vous commencez à sentir venir le mur de l'IA là. Alors je vais pas vous perdre avec les détails des calculs, mais dites-vous que quand DeepSeek publie R1 en janvier 2025, avec des performances comparables aux meilleurs modèles américains sur plusieurs tâches de raisonnement, pour une fraction du coût, ça vient au minimum corroborer l'un des piliers de la courbe d'Aschenbrenner. L'efficience algorithmique continue de progresser très très vite. Et pour ceux qui pensent que les LLM ont leurs limites, ce qui est tout à fait probable, eh bien, sachez que cela pourrait bien être, par exemple, des Yann Lequin qui apportent de nouvelles solutions pour ne pas buter sur ces limites. Comprenez bien que ces exponentielles ne sont pas la prolongation d'une technologie, mais la prolongation de plusieurs technologies qui se succèdent de plus en plus rapidement et se renforcent les unes les autres. Nous vivons aujourd'hui même un moment extrêmement particulier où nous perdons la sensation d'atteindre un plafond pour une technologie donnée, car la suivante vient prendre le relais du mouvement de croissance avant que la précédente n'ait eu le temps de voir ses résultats saturés. Ce que l'on appelle la zone de dilemme que j'illustre sur ce graphique entre deux technologies différentes qui permet de reprendre une croissance économique, ce moment de plat où l'on ne sait plus si on va continuer à progresser, s'efface car les innovations majeures s'enchaînent à un rythme jamais vu jusqu'à ce jour. Et c'est comme ça, en composant ces courbes de plus en plus rapidement, que Léopold Aschenbrenner arrive à nous dire qu'en 2027, le monde fera face au mur de l'exponentielle du progrès. En même temps, comme le disait mon maçon, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Bref, troisième vecteur, un peu plus nébuleux, l'unhobling. Littéralement, déshandicaper une technologie. En réalité, derrière ce terme un peu étrange, on retrouve un exemple très concret dont tout le monde vous rebat les oreilles depuis 18 mois. Le passage du chatbot qui répond à l'agent IA qui exécute. Et je dirais même aux agents IA qui exécutent. Et c'est là qu'Aschenbrenner marque un point. Déjà à cette époque, il insiste sur le fait qu'une partie majeure du progrès
ne viendra pas seulement de modèles plus gros, mais de modèles mieux débloqués. 3 mois plus tard, OpenAI sort O1, un modèle conçu pour passer plus de temps à réfléchir avant de répondre, améliorant ainsi ses performances. Ce n'est pas exactement l'unhobbling au sens large, mais c'est l'illustration parfaite du principe. On peut obtenir un saut de capacité, non pas en entraînant plus gros, mais en faisant raisonner plus longtemps. Depuis, cette logique est devenue l'un des nouveaux standards de l'industrie. OpenAI avec O1 et O3, Anthropic avec les modes de réflexion étendus, Google avec ses Thinking Modes, DeepSeek avec R1, tout le monde y est passé. En prolongeant ces tendances sur la période GPT-4 2027, Aschenbrenner arrive donc à une estimation d'encore environ 5 ohms supplémentaires de puissance effective. Autrement dit, encore un facteur proche d'un fois 100 000. Donc, mathématiquement, il arrive à la conclusion que nous disposerons de systèmes équivalents à un chercheur en IA aux alentours de 2027. Alors là, je vous parle même pas de la tronche de l'année 2028, hein. Et puis, si on se projette dans un futur lointain en 2029, alors là, on entre dans le monde de Star Trek. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que des gens comme Yann Lequin défendent exactement l'inverse. On en parlait dans cette vidéo. Alors qu'en réalité, les Lequins de ce monde incarnent l'arrivée des prochaines vagues technologiques qui vont permettre à cette courbe d'évoluer de façon exponentielle. C'est rigolo. Alors les détracteurs de ce modèle soulignent que même si Aschenbrenner a raison, même si les courbes continuent, même si les modèles progressent comme prévu, il faut construire le monde physique capable de soutenir cette trajectoire. Il faut produire des gigawatts d'électricité, il faut construire des data centers gigantesques, il faut des GPU à n'en plus finir, il faut des chaînes d'approvisionnement entières autour de TSMC, de la mémoire, du packaging avancé, du refroidissement, de la fibre optique et tout un tas de trucs. Bref, la liste est longue, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'AGI tant attendu n'est pas qu'une question de génie scientifique. C'est aussi et peut-être surtout une question d'infrastructure industrielle. Sauf que, là aussi, pour observer tout cela de très près pour ma part, on a sur le papier des solutions à tous ces problèmes. La seule chose qui nous bloque réellement, c'est de penser que cela pourrait se produire aussi vite. Tout ce qui nous manque, c'est de la connaissance technologique, et comme le disait Musk, le Starship est probablement la dernière grande invention humaine sans l'aide de l'IA. Je vous laisse méditer là-dessus, parce que moi ça m'a quand même bien retourné le cerveau. Et puis bon, 2027, 2029, le suspense ne va donc pas trop durer longtemps. Maintenant, pour comprendre à quel point tout cela peut aller vite, admettons que vous ayez sous la main en 2027 un système au niveau d'un chercheur en IA. Que faites-vous avec? Évidemment, vous lui demandez de faire de la recherche en IA. Mais voilà la différence avec un humain. Un chercheur en chair et en os, vous ne pouvez pas le dupliquer. Vous pouvez le payer plus, lui filer plus de café. À la fin, il n'y en aura toujours qu'un seul. Par contre, un chercheur logiciel IA, lui, vous pouvez le copier à volonté. Et au lieu d'en avoir un, vous pouvez en lancer 100 millions. Votre limite, en réalité, c'est la quantité de data centers que vous avez sous la patte. Vous comprenez maintenant pourquoi le prix des GPU a explosé, et ce n'est pas près de redescendre à mon avis. Avoir des GPU, c'est avoir la capacité aujourd'hui de produire de la connaissance. Alors en 2027, imaginez 100 millions de chercheurs IA qui tournent 24 heures sur 24, à 10 fois la vitesse de réflexion d'un humain. Tous attelés à un seul problème, améliorer le système qui les fait tourner. C'est la recette parfaite pour connaître une accélération folle des inégalités, car ce sont les entreprises avec le plus de moyens financiers qui pourront s'acheter les plus grosses infrastructures et accélérer par la même occasion leurs gains de productivité. Alors que nous, quand on demande la recette des crêpes sans farine le dimanche après-midi à Gemini, c'est pas avec nos gains de productivité qu'on va pouvoir aller s'acheter des tonnes de GPU le lundi. En tout cas, c'est ce qui devrait permettre, selon Aschenbrenner, bien sûr, de compresser une décennie de progrès algorithmiques en moins d'un an, soit 5 ohms de plus. Donc en 2028 ou peut-être 2029, vous vous retrouverez avec un système largement surhumain. Pas un peu plus intelligent que nous, mais immensément plus. C'est-à-dire, dans le rapport qui sépare un humain, on compare pas ça avec un singe, mais plutôt un insecte ou même peut-être un arbre. C'est ce qu'Aschenbrenner et d'autres appellent l'explosion de l'intelligence. Et là, il identifie 4 risques concrets qui en découlent. Le premier, c'est l'alignement. Personne ne sait comment garantir qu'un système vastement surhumain restera aligné avec nos intérêts. C'est précisément le problème que l'équipe super alignement d'OpenAI devait résoudre. Pas de bol. Le deuxième risque, c'est la prolifération. Une AGI peut donner à n'importe quel acteur, État ou groupe, la capacité de produire des armes biologiques, des cyberattaques massives, des campagnes de désinformation et autres joyeusetés.
Vous remarquerez d'ailleurs que c'est assez proche des craintes qu'avait notre cher Demis Hassabis. Le troisième risque, c'est le vol. Les secrets algorithmiques d'OpenAI, d'Anthropic, de DeepMind sont selon lui atrocement mal protégés face à l'espionnage chinois et autres. Et enfin, quatrième risque vient la concentration du pouvoir. Celui qui aura l'AGI le premier aura un avantage colossal, tant sur le plan économique ou militaire, et donc le potentiel théorique mais réel de devenir hégémonique de manière définitive ou pas loin. C'est à partir de cette thèse et de ces projections qu'Aschenbrenner en tire une feuille de route politique et qu'il commence à frapper aux portes pour la vendre. D'abord à la Silicon Valley. Très vite après la publication, le texte est lu par Sam Altman, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg. Ensuite, à Washington, le texte circule au Pentagone, à la Maison-Blanche, dans les commissions du Congrès. Aschenbrenner enchaîne les réunions privées avec des CEO, des investisseurs, des décideurs politiques. Et là, quand même, il y a de quoi se poser quand même une question intéressante. Mettez-vous en scène, vous prenez le problème le plus dangereux de la décennie, vous prédisez une catastrophe potentielle, vraiment cataclysmique pour le genre humain, vous appelez à un effort civilisationnel, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez un fonds d'investissement pour parier sur le mouvement boursier qui en découle. Pourquoi ne pas avoir rejoint Anthropic? Pourquoi ne pas avoir rejoint DeepMind avec Hassabis? Pourquoi pas un institut de recherche, une fondation, un poste de conseiller, je ne sais pas moi. Quelque chose qui laisse une empreinte directe sur le monde et son avenir pour essayer de rattraper le coup. Ce que son séjour chez OpenAI lui a démontré, c'est que le destin de l'IA ne se décide pas dans des papiers académiques. Il se décide dans des conseils d'administration, dans des bureaux du Pentagone et sur les marchés. Continuer à publier sur l'alignement quand on est convaincu que l'enjeu est ailleurs, ce serait confondre l'arme et le champ de bataille. Grosso modo, ce que je vous disais dans cette vidéo. Dit autrement, et là je suis bien d'accord, à l'échelle individuelle, notre volonté ne pèse pas grand-chose face au grand mouvement de l'évolution de la technologie. Bref, je ne suis pas curé, donc je ne suis pas là pour distribuer des points de morale. Ce qui m'intéresse, c'est d'observer et de comprendre ce qui se passe afin de me positionner moi-même. Et là, c'est intéressant, parce que son fonds bien nommé, Situational Awareness, du même nom de son essai, est lancé en septembre 2024 avec 225 millions de dollars de capitaux, soutenu par 4 des plus gros noms de la Silicon Valley. Patrick et John Collison, les fondateurs de Stripe, Daniel Gross et Nat Friedman, l'ancien CEO de GitHub. 4 poids lourds qui misent sur un type de 22 ans parce qu'il croit à sa thèse, et qui mécaniquement lui ouvrent un carnet d'adresses politiques inestimable. En 15 mois, le fonds a grossi d'un peu plus de x20, en passant de 225 millions à 5,5 milliards d'expositions actions américaines. Attention, il n'a pas transformé 225 millions en 5 milliards. Là-dedans, il y a de la performance, oui, beaucoup, mais aussi des capitaux frais qui affluent à mesure que sa réputation grandit. Mais enfin quand même. Le plus instructif, c'est que chaque position du portefeuille est la réponse à un goulot d'étranglement identifié dans l'essai. Tout est mappé, ligne par ligne. Et comme je vous le disais en introduction, aucun des Magnificent Seven, pas d'Alphabet, pas de Meta, pas de Microsoft, pas de Nvidia, nada, nib, niet, walou. Sa stratégie, c'est celle des pelles et des pioches. Pendant que tout le monde achète les chercheurs d'or, lui achète les outils que les chercheurs d'or sont obligés d'acheter. Sa plus grosse position, c'est l'énergie, Bloom Energy, qui fabrique des piles à combustible capables d'alimenter un data center sans même le brancher au réseau. Parce qu'un data center à 10 gigawatts, à un moment, il faut bien produire ces 10 gigawatts. Et ensuite, bien sûr, il cible le goulot d'étranglement de la puissance de calcul. CoreWeave, fournisseur de cloud GPU spécialisé en IA, et toute une grappe de mineurs de Bitcoin qui pivotent vers l'IA. Pourquoi des mineurs de Bitcoin? Parce qu'ils possèdent déjà ce qui prend des années à obtenir. Des contrats d'électricité longue durée, des permis de construire, des bâtiments climatisés, etc., etc. Et personnellement, c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Avant de faire Antimatter, j'avais fait Data Factory, une société dans l'infrastructure électrique avec laquelle on a acheté des dizaines de mégawatts en produisant du Bitcoin pour préparer ce que j'ai appelé des fermes de puissance à accueillir une diversité de puissances de calcul liées au calcul de haute performance. Donc je peux vous confirmer que ça marche. Le reste du portefeuille suit la même logique. Pour chaque goulot d'étranglement, il prend une position. La fibre optique entre les unités de calcul, Lumentum. La mémoire qui sature les nouveaux GPU, SanDisk. Et puis la position la plus géopolitique de toutes, Intel. 20 millions d'options d'achat rien qu'au premier trimestre 2025. Pas pour le PC, pour la fabrication. Le jour où Washington décide que dépendre de Taïwan pour 90% des puces avancées est inacceptable, Intel devient le plan B par défaut. Ah, et petit détail qui pourrait vous amuser.
Il short donc il parie à la baisse sur Infosys, le géant indien de l'IT outsourcing. En même temps, si les agents IA peuvent faire coder, alors le business model qui consiste à louer des développeurs indiens à des entreprises occidentales ne sert plus à grand chose. Bref, au-delà des performances, ce qui me fascine, c'est que tout est cohérent jusqu'à la dernière ligne. Chaque position est une démonstration de la thèse de son essai. Situational awareness. Et oui, jusqu'à présent, le marché valide largement la thèse. Enfin, la troisième et dernière partie, c'est le jeu politique qu'Aschenbrenner nomme dans la dernière section de son essai Deep Project. Pour vous la faire courte, étant donné qu'aucune startup ne peut gérer la superintelligence quand elle arrivera, il faut bien que quelqu'un s'en empare et prenne et assume les responsabilités. Et ce quelqu'un, je vous le donne en mille, c'est le gouvernement américain, évidemment. Soit via une nationalisation pure et simple des labos, soit via un consortium de type Projet Manhattan, où les principaux labos fusionnent sous une tutelle fédérale, avec des budgets du type Apollo, Programme, etc., et des secrets traités sur le même plan que les plans des sous-marins nucléaires. Parce que sinon, des puissances concurrentes gagnent la course, et pour un Américain, ce n'est pas acceptable, vous vous en doutez bien. Alors maintenant, dernière chose intéressante, il a publié son essai en juin 2024, cela fait donc 2 ans. Et comme on vient de le voir et de le dire, 2 ans dans un monde d'exponentiel, c'est beaucoup, ça fait un tas de houm. Du coup, où en est-on? Est-ce que sa thèse reste valide durant ces années, ou alors est-ce qu'elle commence déjà à glisser? Alors sur les goulots physiques, Aschenbrenner a vu tout juste, et même mieux que juste. Stargate a sécurisé son engagement de 500 milliards de dollars sur 10 gigawatts, les hyperscalers projettent 650 milliards de capitaux pour la seule année 2026, le test time compute est devenu le paradigme dominant chez tous les acteurs, et DeepSeek a validé la courbe d'efficience algorithmique. Par contre, sur le timing pour l'AGI en 2027, ça semble encore difficile à croire, peut-être un peu court. La plupart des acteurs ont revu leur thèse d'ici à 2029-2030. Mais bon, honnêtement, à quelques années près, je ne pense pas pour autant que ça invalide son discours. Par contre, le Manhattan Project qu'il a appelé de ses vœux n'a pas lieu. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, xAI, Meta restent indépendants. Pas de nationalisation, et pas plus de consortium fédéral en vue. Donc Aschenbrenner a gagné son pari directionnel ainsi que quelques milliards en passant. C'est incontestable. Mais est-ce qu'il a gagné son pari politique? En tout cas pas encore. Et maintenant on arrive au cœur du sujet, ce qui rend Aschenbrenner si singulier dans le paysage de l'IA. Il croit qu'en 2027, l'IA fera le travail d'un chercheur scientifique mieux qu'un humain. Il croit qu'en 2028 ou 2029, elle sera vastement plus intelligente que nous. Ok. Maintenant, on peut se poser la question de ce que ça veut dire pour lui personnellement. Aschenbrenner est gestionnaire de fonds. Son métier, c'est d'analyser le futur, de repérer des tendances, d'allouer du capital, de prendre des décisions face à des marchés incertains. Donc, mécaniquement, son métier à lui sera fait mieux et pour moins cher par une machine, selon ses propres projections. Ce constat, sa fiancée, Avital Balwit, qui travaille pour Dario Amodei, le formule presque au même moment dans un essai intitulé « Mes 5 dernières années au travail ». Dès le premier paragraphe, elle écrit que les 5 prochaines années pourraient être les dernières où elle travaille, parce que l'AGI pourrait mettre fin à l'emploi tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc regardez bien la scène, 2 personnes au cœur stratégique de l'industrie qui fabrique l'AGI écrivent publiquement qu'elles se préparent à devenir économiquement inutiles. Et le fiancé monte un fonds à 5,5 milliards de dollars pour rentabiliser cette inutilité avant qu'elle n'arrive. Ce qui veut dire que Aschenbrenner ne parie pas sur l'IA, pas vraiment. Il parie sur ce qui restera quand l'IA aura tout aplati. Suivez la logique jusqu'au bout. Si l'intelligence devient une commodité, son prix tend vers 0. C'est ce que l'on défend depuis le début sur cette chaîne. Donc la valeur économique migre mécaniquement vers ce qui ne peut pas être copié par un logiciel. L'infrastructure. Et c'est exactement ligne par ligne ce qu'il achète dans son portefeuille. Là où Assabis empile des découvertes scientifiques irréversibles, Aschenbrenner empile des actifs physiques irreproductibles. Dans les 2 cas, la logique est identique. Produire de l'irréversible dans un monde qui s'accélère vers la commoditisation. Je vous encourage donc vivement à aller voir cette vidéo sur Demis Hassabis qui est clairement une grande personnalité du monde de l'IA, tout à fait sous-cotée dans l'opinion publique et dans les médias.